Le chat noir roulé en boule somnole sur vos genoux. Son ronronnement remplit la pièce d'une douce quiétude. Bienvenue au milieu de toutes ces histoires inquiétantes. Le fait qu'il refuse obstinément de quitter vos genoux ne vous inquiète pas plus que ça. Vous vous savez confortable pour la jante féline. Par contre, le fait qu'il gronde dès qu'une autre main que la vôtre ou celle de la conteuse au yukata aux fleurs de glycine, peut-être un peu plus. Dans cette atmosphère sujette au mystère et à l'occulte, les contours de la réalité se font plus flous que vous ne le voudriez, encore plus avec la luminosité qui baisse. Vous buvez et trinquez en discutant à mi-voix pendant que la conteuse aux cheveux multicolores et aux piercings cherche quelque chose dans son sac. Elle en sort une poupée de porcelaine qu'elle fait circuler dans le groupe. Une poupée aux traits fins et aux cheveux noirs. Une jeune femme habillée non pas d'un kimono traditionnel, mais à l'occidental, avec un pantalon noir, un t-shirt gris et des baskets blanches. Ses cheveux mi-longs sont retenus dans une simple queue de cheval un peu lâche. En l'observant de plus près, vous remarquez qu'elle porte un maquillage discret et jureriez voir l'étincelle de la vie dans son regard. Tout comme il vous semble sentir une légère fragrance, parfum d'été et de jeune femme quand la poupée arrive dans vos mains. De retour dans les mains de la conteuse, elle la pose sur un zabuton à la taille de la poupée. Ce petit coussin blanc brodé de noir et la kokeshi posée maintenant dessus vous donne la chair de poule. Vous avez l'impression que le regard de la statuette vous suit. D'ailleurs, ne vient-elle pas de légèrement tourner la tête ? Une impression, pensez-vous, malgré le frisson qui vous remonte le long de la colonne vertébrale. Après avoir vérifié que la poupée était bien installée et lui avoir servi une coupelle de saké, comme une offrande, la conteuse aux cheveux multicolores se lève, vous regarde tour à tour et frappe 2 fois dans ses mains. Elle prend une grande respiration, vous retenez la vôtre. Elle prononce la formule rituelle que vous commencez à bien connaître. Mukashi mukashi, yaki yako. Enfin, je l'ai trouvé. Je savais bien que je finirais par arriver par ici. Le jeune homme dépose son sac à dos dans l'entrée. Fatigué, le dos voûté, les yeux cernés, les cheveux ternes et mal lavés. Ses bras sont marqués de cicatrices plus ou moins récentes ou en cours de guérison. En face de lui, la vieille femme au sourire de renarde le regarde tendrement. Il est inutile de vous demander comment ou pourquoi vous êtes arrivé jusqu'ici, je vois. Elle lui tend le registre où elle vient de calligraphier son nom. Il sort son hanko de la poche de son sac et tamponne la page où l'encre est encore humide. Puis, il signe de son pouce. Je vais vous laisser vous installer. Le dos voûté du jeune homme se redresse, et son regard, éteint jusqu'alors, flamboie un instant. Désormais plus calme, il prend la clé que lui tend la vieille femme et disparaît dans l'escalier. Plus tard, bien plus tard, une poupée avec l'habillement et les traits du jeune homme disparu arrive on ne sait trop comment dans une vieille boutique, aux côtés d'autres poupées d'aussi bonne facture. Dans une autre ville, une feuille de papier jaunie par le temps et les intempéries se détache du mur sur lequel elle était placardée et s'envole, emportée par le vent. Dessus, on peut deviner une photo du jeune homme, barrée d'un message « Missing ». Vous avez probablement déjà entendu parler du village de Nagoro, plus connu sous le nom de Kakashi no Sato, le village des poupées. On voit de temps en temps des reportages sur le bassin qui a créé toutes ces poupées. Si vous ne vous en souvenez pas, voici ce qu'on en dit. Revenu dans son village natal pour s'occuper de son père souffrant, Ayano Tsukimi est embêtée par la présence de corvidés qui l'empêchent de récolter ce qu'elle plante en mangeant directement les pousses dans son jardin. Elle fait donc un premier épouvantail à l'image de son père, en taille réelle, brodant une tête qui lui ressemble. Les villageois confondant la poupée avec le père lui disent souvent bonjour, ce qui, de fil en aiguille si je peux dire, lui donne l'envie de créer de plus en plus de marionnettes. Se prenant au jeu, elle recrée les disparus, aussi bien morts que partis à la ville, en épouvantail de tout âge, installés dans les positions de la vie quotidienne, habillés de pied en cap et avec des visages montrant différentes expressions.
S'il se dit qu'elle a créé ces effigies pour alerter sur le dépeuplement des zones rurales du Japon, par exemple, en 2018, Nagoro ne comptait plus que 26 habitants, dont le plus jeune avait 50 ans. Il se pourrait bien qu'inconsciemment, elle ait été influencée par un autre village, beaucoup plus sombre, peuplé lui aussi d'étranges poupées. Un village dont on ne connaît pas la position, mais d'où dit-on, il est rare, voire même impossible de ressortir. Enfin, d'en ressortir vivant tout du moins. C'est de l'histoire de ce village, Meikonmura, dont je vais vous parler. Avant de se lancer, la conteuse reprend la bouteille de saké qu'elle avait ouverte pour servir la poupée et remplit pour chacun d'entre vous une coupelle de Nihonshu. Les autres s'inclinent en recevant l'alcool et prennent leur récipient à deux mains. Vous les imitez, avec un petit temps de retard, avant de boire silencieusement. Ensuite, la jeune femme allume un bâtonnet d'encens qu'elle plante dans le sable d'un brûleur que vous n'aviez pas remarqué jusqu'alors. Satisfaite, elle reprend son histoire. Je ne sais pas exactement de quand date ce village, mais il a probablement plusieurs centaines d'années, voire des milliers. Peut-être même est-il apparu un peu après que les Kami soient arrivés, allez savoir. En tout cas, on en retrouve des traces depuis que l'écriture existe. Parfois sous une forme obscure ou en filigrane, parfois un peu plus concret. Mais jamais son emplacement n'a été révélé. Probablement parce qu'il n'est pas fixe, qu'il n'a pas de coordonnées géographiques. Peut-être parce que simplement il s'incarne dans notre monde lorsqu'il y en a besoin, ou que lui-même a besoin de quelque chose. En gros, beaucoup de rumeurs courent sur ce village. D'ailleurs, si vous regardez sur le net, on en parle dans les forums qui touchent à l'occulte et au creepypasta. Sans savoir si c'est réel ou non, mais moi, je peux vous dire que c'est vrai. Et en disant cela, elle vous regarde. Son sourire s'élargit encore un peu, devenant peut-être gourmand ou carnassier, vous hésitez. Son regard brille tandis qu'elle replonge dans son histoire. Voici donc tout ce que je sais sur ce village et ses victimes, si on peut dire ainsi. Elle avait profité d'un long week-end d'automne pour partir à la montagne, profiter des paysages et de la quiétude avant de s'engouffrer dans un tunnel de boulot ultra stressant jusqu'à la fin de l'année. Pour ce faire, elle avait loué une chambre dans un ryokan perdu au milieu de nulle part, où même son portable dernier cri ne captait rien. Une zone blanche en somme, et ça lui allait très bien. Pas de signal, pas de stress. Après le repas de midi, elle avait pris son sac à dos, de quoi grignoter, une bouteille d'eau et avait commencé une longue promenade. Les momiji aux feuilles rouges, oranges, jaunes bougeaient doucement dans la brise, avant de tomber lentement à ses pieds. De temps à autre, un écureuil déboulait sur le chemin devant elle, et le cri des corbeaux accompagnait sa marche. Le soleil brillait haut dans le ciel et ses rayons réchauffaient sa peau nue. C'était une de ces délicieuses journées d'automne, quand l'été faisait un dernier baroud d'honneur avant de laisser les brumes, l'humidité et le froid prendre sa place. Le chemin passe entre vallées et crêtes. Il laisse apercevoir le ciel bleu quand les arbres s'espacent suffisamment. Et plus elle avance, plus son sac se fait léger. Snack et boissons disparaissent, tandis qu'elle s'enfonce de plus en plus profondément dans les bois. Elle essaye bien de suivre la carte, maintenant froissée et rangée en boule dans la poche de son sac à dos. Mais rien à faire. Elle semble perdue. Elle sort son portable. Pas de signal, bien entendu. Du coup, elle maudit son idée de départ. Pas de signal, pas de stress. Tu parles. La voilà paumée au fond des bois, et la lumière qui passe dans des tons orangés lui montre que le soleil ne va pas tarder à se coucher. Elle regarde sa montre. Effectivement. Il lui reste au grand maximum une demi-heure avant qu'il ne fasse complètement noir. Même si elle a une lampe de poche dans son sac, l'idée de retourner de nuit au ryokan ne lui plaît pas trop. D'autant qu'elle ne sait toujours pas où elle se trouve. Et soudain, dans le clair-obscur qui augmente, ou diminue suivant les points de vue, alors que l'Omagatoki, le crépuscule, avale les dernières lueurs du jour, elle se fige.
Les dernières bribes de lumière disparues laissent la place à une nuit d'encre. Se rappelant l'adage que c'est à cette heure qu'apparaissent les mauvaises rencontres, humaines, yorei, yokai ou encore d'autres créatures, son cœur bat plus vite, et elle sent une sueur froide lui couler le long de l'échine. Figée, elle ne sait que faire. Elle plisse les yeux pour capter la moindre différence dans cette obscurité. Et miracle, un peu plus loin devant elle, il lui semble discerner une lueur diffuse. Elle reste immobile, indécise encore quelques instants. Cela dit, elle est au milieu de nulle part. Sur un chemin qui mène elle ne sait pas où, autant continuer et aller voir de quoi il en retourne. Un pas après l'autre, elle se rapproche prudemment de la lueur, qui devient de plus en plus forte, jusqu'à devenir celle d'un distributeur de boissons. Juste à côté, un lampadaire qui attire tous les insectes des environs. Un panneau d'affichage sur lequel il y avait probablement une carte avant. Mais maintenant elle est effacée, illisible, probablement usée par les intempéries. Ainsi qu'une poubelle, vide, et un banc en bois. Soulagée, elle soupire et laisse échapper un petit rire avant de se réfugier dans le halo de lumière. Elle fouille dans sa poche, en sort quelques pièces et les glisse dans le distributeur. Elle récupère une canette de café chaud qu'elle ouvre et boit d'un trait. Suivent une autre salve de pièces, lui donnant un Pocari et une bouteille d'eau. Elle s'assied sur le banc et fouille dans son sac, rappelée à l'ordre par son ventre qui gargouille. Malheureusement, son sac est toujours aussi vide. Au moins j'ai de quoi boire et un endroit où passer la nuit. Même si l'idée de passer la nuit à la belle étoile et dévorée par les moustiques ne lui plaît pas vraiment, repartir dans la nuit noire alors qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve lui paraît encore plus déplaisant. Elle s'installe comme elle peut sur le banc et s'endort. Elle est réveillée au milieu de la nuit par une envie pressante. Elle ouvre les yeux et regarde autour d'elle, désorientée. Le halo du lampadaire fait une flaque de lumière qui englobe le distributeur, le panneau d'affichage, la poubelle et son banc. Au-delà, c'est une nuit d'encre, vide et insondable, qui lui semble étrangement menaçante. Les insectes qui bourdonnaient quelque temps plus tôt se sont tus, et dans ce silence absolu, elle se sent extrêmement seule et inexplicablement triste, comme si l'idée de vivre une seconde de plus lui paraissait insupportable. Ses respirations s'accélèrent, son pouls file, rapide. Indécise et terrifiée, elle s'assied. Regarde autour d'elle en tentant de percer l'obscurité. En vain. Sa vessie la rappelle à l'ordre. Elle n'a plus trop le choix. Que voulez-vous ? Les besoins humains sont parfois plus forts que l'instinct de survie. Alors elle met son sac sur le dos, prend sa lampe de poche et une grande respiration, puis fait quelques pas en direction des arbres. Elle quitte la lumière et se retrouve dans le noir total. Elle sent bien le sol sous ses pieds, mais dans le pinceau de sa lampe torche, il n'y a que le néant. Elle avance d'un pas, de deux, de trois. Inquiète, elle se retourne. La lumière rassurante du distributeur et du lampadaire ont disparu, laissant place à une obscurité infinie. Ses genoux se dérobent sous elle, elle s'écroule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Où suis-je ? S'il vous plaît, j'ai peur. Sa voix lui semble lointaine. Elle tend l'oreille. Aucun son. Et sous son corps, même si elle ne voit rien, elle sent sous sa main la présence du sol rassurant. Soulagée, elle soupire, tente de se détendre. À cet instant, elle pourrait presque rigoler de cette terreur ridicule. Avant de ressentir un vertige qui lui donne l'impression de tomber au sol, de basculer complètement et d'être tordue sur elle-même, en elle-même, avant de ressortir de l'autre côté, comme si elle marchait maintenant au plafond, ou dans un négatif du monde réel. Une impression ridicule, bien entendu, mais qui lui donne une nausée tellement forte qu'elle l'oblige à fermer les yeux,
Elle est serrée très fort, comme si sa vie en dépendait. Quand elle les rouvre, elle voit à quelques mètres d'elle le banc, le distributeur, le lampadaire, le panneau et la poubelle, ainsi que les arbres tout autour. Et la brume, dense au niveau du sol, l'empêchant carrément de voir ses pieds, mais qui se délite en remontant. Elle lève la tête, voit les frondaisons au-dessus d'elle et le ciel bleu. Elle remet quelques pièces dans la machine et boit son café machinalement tout en suivant des yeux le chemin qui serpente entre les arbres. La nuit et ses étrangetés lui semblent déjà loin, et elle n'y pense plus. Elle se met en route. Après avoir marché quelques minutes dans la forêt, elle arrive finalement le long d'une route qui suit les méandres de la vallée. Elle l'emprunte. Marche encore 2-3 kilomètres avant d'arriver enfin à un village blotti dans un creux de la montagne. De hauts murs délicatement gravés entourent quelques maisons de bois traditionnelles au toit pentu. Un sanctuaire bien entretenu dédié à Izanami qui est placé dans un énorme jardin japonais, aux pierres bien ratissées et à la mousse généreuse. Ainsi qu'un long bâtiment à 2 étages doté d'une double porte. La route qui relie les différentes maisons et constructions est couverte de feuilles mortes. Yomemi scrute la place, pas âme qui vive, pas même le croissement d'un corbeau ou le bourdonnement d'un insecte. Finalement, elle se dirige vers ce qui ressemble le plus à une auberge dans ce village fantôme. Un édifice à 2 étages. Elle en ouvre la porte qui coulisse sans un grincement. Excusez-moi. euh. Bonjour. Y a quelqu'un? Elle entre dans le hall et regarde autour d'elle. Sur le comptoir, il y a une petite sonnette à l'ancienne. Elle la regarde, continue à observer l'entrée et ce qui l'entoure. Toujours aussi vide. Mal à l'aise, elle passe d'une jambe à l'autre avant de se décider à utiliser la sonnette. Une poignée de secondes passe. Elle entend des pas légers venir depuis l'arrière du bâtiment et une main pâle et longue soulever le rideau. Une vieille femme en kimono blanc, brodé de fils d'or et d'argent, les cheveux blancs ramenés en un chignon dont quelques mèches encadrent un visage pâle aux yeux argentés, délavé par la cataracte, arrive et sourit à la nouvelle arrivante. Elle fait un geste de la main, lui intimant le silence, au moins pour le moment, et sort un livre manuscrit dont elle commence à feuilleter les pages avant de s'arrêter sur un feuillet vierge. Elle sort de sous le plan de travail les 3 autres trésors du lettré. Un pinceau, un bâtonnet d'encre et sa pierre. Lentement, elle met un peu d'eau dans le fond de la pierre et avec de petits mouvements circulaires broie un peu du bâtonnet. Quand l'encre a la consistance et la couleur désirée, elle trempe son pinceau dedans et regarde la nouvelle arrivante. Bonsoir. Vous êtes arrivé ici par hasard? Envie ou erreur? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La vieille femme incline la tête sur le côté, comme si elle écoutait quelqu'un ou quelque chose. Écrit quelques mots à la suite du nom de la jeune fille, puis sourit. Ce n'est pas grave. Vous comprendrez bientôt. Veuillez signer ici. Mais enfin, où suis-je? Je ne comprends pas. Vous pouvez bien me dire où je suis et comment j'ai atterri ici? Bienvenue à Maikon Mora. Veuillez vous installer. Sentez-vous libre d'explorer le village comme bon vous semble. La vieille lui sourit une dernière fois avant de fermer le registre et de poser une clé sur le comptoir. Elle repart dans l'arrière-boutique, la laissant seule avec ses questionnements et ses affaires. Ailleurs, une femme à l'air préoccupée distribue des prospectus avec la photo de sa fille. Pardonnez-moi, avez-vous vu cette jeune femme? S'il vous plaît, ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas donné signe de vie. Monsieur, s'il vous plaît, regardez cette photo. Tous ceux qu'elle croise lui répondent d'un signe négatif de la tête avant de continuer leur chemin. Inlassablement, elle placarde sur les murs et les poteaux des photos de sa fille et son numéro de téléphone. Elle les remplace quand le temps a fait son œuvre et délavé les affiches. Dans le village de Maikon-mura, Yumemi s'est installée. Toujours aussi vide depuis qu'elle a ouvert la porte de sa chambre, elle ne se souvient plus trop quand, elle n'a jamais recroisé la vieille de l'accueil. Pourtant, tous les soirs, son futon est mis dans la petite pièce, et tous les matins, quand elle revient de son bain, il a été défait et son petit déjeuner posé sur la table.
Elle rend fréquemment visite au sanctuaire d'Izanami, brûle de l'encens et prie. Oh, Izanami-sama, je t'en prie, guide-moi, aide-moi. Je ne comprends rien à cet endroit. Et même si je suis apaisée, je me sens tellement seule. Un matin, elle se rend compte que les feuilles mortes qui jonchaient les chemins ont disparu. Du coin de l'œil, elle croit apercevoir quelqu'un. Elle se retourne vivement. Personne. Et il lui semble aussi saisir des murmures, à la limite de l'audible. Elle court dans le village, ouvre chaque porte, regarde à chaque fenêtre. Rien. Personne. Pourtant, elle en est sûre. Il y a quelque chose, ou des gens présents avec elle. Puis un jour, au bout de combien de temps elle ne saurait le dire, elle sent un courant d'air en passant, devant le comptoir de l'auberge. Et elle voit la vieille qui lui sourit tendrement, telle une forme translucide. Pas encore 100% présente, cependant. Yumemi peut voir le décor derrière elle, et elle entend, comme dans un soupir, les mots qu'elle lui adresse. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne acclimatation à notre village de Meikon Mura. Avant de disparaître à nouveau. Elle sort et voit à la limite de son champ de vision des silhouettes qui se saluent, marchent ensemble ou vaquent à leur occupation. Quand elle fixe son attention dessus, elles disparaissent, et le brouhaha qui semblait les accompagner de même. Elle se rend à nouveau au sanctuaire d'Izanami et ferme les yeux avant de s'incliner devant la statue de l'Akami. Elle tend l'oreille. Vous pensez que la nouvelle arrivante va mettre combien de temps avant d'admettre qu'elle fait plus partie du monde des vivants? Oh, tu peux parler, Shinshi-kun. T'as mis énormément de temps avant d'accepter le fait que tu avais disparu. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai pas choisi d'être ici, contrairement à toi. Enfin oui, mais après, est-ce si horrible? Non, t'as raison. C'est toujours mieux que le Yomi, je pense. Après, clairement, elle a pas l'air d'être ici par choix. En tout cas, conscient. À savoir, peut-être qu'au fond d'elle, elle rêvait d'en finir, mais qu'elle n'avait pas le courage de se l'avouer. Bon, dites les jeunes, c'est pas bientôt fini? Imaginez qu'elles vous entendent. À la vitesse où ça va, on a encore le temps, je pense. Yumemi ouvre lentement les yeux. Derrière elle, le soleil rasant dévoile 3 ou 4 ombres. Elle se retourne. Devant elle, les silhouettes floues de 2 hommes et une femme prennent consistance. L'érable et la glycine qu'elle pouvait voir à travers eux sont désormais cachés par des silhouettes tout à fait humaines. Timidement, elle tend la main vers le premier d'entre eux, le jeune homme de la photo, et elle le touche. Elle sent sous sa main l'étoffe de son pull, la chaleur de sa peau. Bienvenue à Meikon Mura. Il t'a fallu du temps pour t'avouer à toi-même ce que ton inconscient savait. Désormais, tu ne seras plus seule. Yumemi regarde autour d'elle d'un regard nouveau. Elle voit les gens, beaucoup, qui lui sourient. Elle leur sourit en retour. Le poids qu'elle sentait sur ses épaules, envolé. La peur, comme si elle n'avait jamais existé. Dans l'auberge, la tenancière sourit. Perdue dans les bois, sur le banc juste à côté d'un distributeur de boissons, une poupée apparaît. Une poupée au très fin, avec un pantalon noir, un t-shirt gris et des baskets blanches. Des cheveux mi-longs qui sont retenus dans une simple queue de cheval un peu lâche. Combien de temps va-t-il se passer avant qu'elle n'arrive jusqu'à ce mystérieux magasin? Eh bien, seuls les Kami savent. Et il en sera selon leur bon vouloir. Loin de là, dans une grande ville, une mère désespérée continue à alpaguer les passants, présentant la photo de Yumemi. S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu ma fille? Ça fait maintenant 2 ans qu'elle a disparu. La conteuse arrête là son récit, jetant un œil à la poupée assise sur le zabuton avant de revenir à vous. Encore un peu de saké? Elle sourit, resserre le groupe sans demander l'avis de personne. Elle resserre la poupée aussi, dont le bol est inexplicablement vide, avant de se lever et de se diriger vers une bougie, la 9e. Elle la souffle avant de revenir s'asseoir parmi vous.